Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de On en parle en chien. Ici Jessica Gagnon. Et moi, c'est Dominique et aujourd'hui, on reçoit une invitée spéciale en vidéoconférence, Anne Lemay, propriétaire du centre Anne Lemay et du Canin. Donc, bienvenue Anne sur le podcast. On est vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Oui! Oui, salut, je suis contente d'être là. Salut! Est-ce que, en entrée de jeu, en fait, tu voudrais nous parler un petit peu... Oups, on t'avait perdu. OK, c'est bon. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es qui? C'est quoi tes chiens? Puis c'est quoi ton entreprise? Parfait. Ben, dans le fond, moi, comme on a déjà dit, c'est Anne Lemay. Je suis intervenante en comportement canin depuis approximativement 11 ans. Ça fait 2 ans, c'est ma deuxième année que j'ai ouvert mon centre d'éducation canin à Rouen. Fait que c'est vraiment un endroit où on peut se déplacer pour toutes sortes de cours, toutes sortes de services. Donc, j'ai vraiment une panoplie de services. Je pense qu'on va en reparler peut-être un petit peu Oui. aussi. Personnellement, ben moi, les chiens, ça me motive depuis toujours, ça me passionne depuis toujours. J'ai grandi avec des chiens nordiques, comme je vous disais tantôt, les filles. Donc, j'ai grandi avec des huskies toute ma vie. Maintenant, les chiens que j'ai, moi, j'ai un samoyed à la maison. Donc, un samoyed de 9 ans, quand même un petit peu âgé. Puis, j'ai un chat. Donc, une famille d'animaux pas trop nombreuse, là, comparée à Dominique. Ah, il faut pas se comparer au pire, là! Donc, un chien, un chat à la maison. Puis sinon, ben, c'est ça, moi, je travaille à temps plein dans mon entreprise au quotidien. C'est vraiment nice. C'est quoi les services que tu offres, grosso modo? Mettons que tu me fais un petit résumé rapido pogo, là. Ouais. Si on s'en va dans les grandes lignes, ben, en fait, tu vas avoir tout ce qui est comportemental, donc tout ce qui est carrément de l'intervention en comportement canin. On va avoir les thérapies comportementales pour régler les problèmes de comportement, analyser un problème de comportement. Puis là, quand je parle de problème de comportement, on ne parle pas d'obéissance. Donc, problème de comportement, ça peut rentrer dans le mordillage, dans la malpropreté, dans la réactivité, tout ce que vous pouvez imaginer qui est pour vous un problème. Il y a aussi tout ce qui est obéissance. Donc là, rendu là, c'est plus de la marche au pied, du rappel, du reste. Donc, on va aller travailler les commandements de base avec notre chien. Puis, généralement, les cours d'obéissance se prennent sur un format de plusieurs séances. Donc, on ne s'inscrit pas juste pour un cours de 1 heure pour apprendre la marche au pied. Moi, je considère que ce n'est pas suffisant pour réussir à développer tout ce que tu as besoin de développer avec ton chien en seulement 1 heure. Fait que c'est vraiment un bundle de cours que tu prends, puis qu'on se voit soit une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines selon ton horaire. Fait que ça, c'est les 2 services, disons, les plus populaires. Mais après ça, on va avoir les prématernelles. On va avoir aussi les maternelles de groupe. Donc, la prématernelle, c'est vraiment focusé sur l'humain qui apprend. Okay? Donc, l'humain va apprendre les phases de développement, va apprendre les besoins de base, le langage corporel. Il va apprendre comment régler la propreté, le mordillage, donc les problèmes qui sont reliés plus au chiot en tant que tel. On va voir de la prévention aussi, puis on va voir de l'initiation à l'obéissance. C'est pas mal ça pour le programme de prématernelle qui se donne pour un programme de 4 cours. Pour la maternelle de groupe, là, c'est le chiot qui apprend. Donc, c'est vraiment, moi, j'adore faire un duo de ces 2 cours-là, mais je laisse le choix à la personne de choisir un peu ce qu'elle veut, ce qu'elle sent qu'elle a le plus besoin entre les 2. Si elle veut prendre les 2, c'est faisable aussi. Mais la prématernelle, là, on va faire de la socialisation ensemble, on va exposer aux objets, exposer aux sons, exposer aux autres chiens. Donc, on va faire énormément de socialisation. C'est comme un bain de socialisation pour le chiot. C'est quand même une opportunité que généralement on ne trouve pas dans la rue. C'est des exercices ou des choses qu'on va faire que tu ne vas pas trouver ça dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est quand même une opportunité qui est super intéressante. Fait que ça, c'est pour les chiots. Puis ensuite de ça, on a le plus funky un petit peu, un côté que moi j'adore. On a de la détection d'odeur, des cours de détection d'odeur. On a aussi des cours de freestyle. Donc, moi, c'est mon petit dada. Je pense qu'on va en reparler un peu tantôt. Mais c'est des cours qui sont un peu plus malléables au niveau de l'horaire, au niveau de la quantité de cours. Puis c'est pour tous les niveaux. Fait que si une personne, comme justement récemment, j'ai débuté un nouveau cours de freestyle avec une cliente. Puis elle, mon objectif, c'est d'aller chercher une routine avec musique. Fait qu'on veut vraiment aller compléter une routine de freestyle. Tandis qu'il y en a d'autres qui viennent et qui veulent juste apprendre le donne la patte, puis il tourne, puis des affaires un peu plus basiques, mais vraiment dans le but d'aller stimuler son chien, d'aller développer des liens, puis tout ça. Donc ça, c'est 2 autres services que je vais offrir aussi.
Et par rapport au centre, un service qui est peut-être moins relié complètement à l'éducation ou tout ça, ben, ça va être les camps de jour, qui est un service que j'offre depuis que j'ai ouvert le centre. Donc, les camps de jour, c'est seulement 2 jours. C'est pour ça que je les appelle comme ça. Il n'y a pas de garderie. Les chiens ne dorment pas sur place, mais ils peuvent venir passer la journée avec moi et repartir. Comme présentement, en ce moment, j'ai une douzaine de chiens avec moi qui sont en train de jouer. Donc, ils jouent ensemble, ils socialisent ensemble. Après ça, ils repartent à la maison le soir, puis ils sont bien fatigués le soir même, puis le lendemain, généralement. Ah ouais, c'est clair, hein? C'est clair, c'est full stimulation pour un chien, dans le fond, les camps de jour. Puis ça peut vraiment être une bonne manière de faire dépenser l'énergie débordante de son animal quand peut-être on travaille de 9 à 5, 9 à 6, tu sais, qu'on a des gros horaires, qu'on n'a pas nécessairement le temps pour la promenade à tous les jours. Ouais. Ça peut être dédié à quel type de chien, ce service-là, le service de camp de jour? Ben, mon service dans camp de jour, moi, j'ai dissocié les gros chiens et les petits chiens. Donc, j'ai vraiment une restriction au niveau du poids. Si le chien est trop petit, je ne le prends pas, sauf sous certaines conditions. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment à voir là, pour un chien qui serait plus petit, si je l'accepterais ou non dans les camps de jour gros chiens. Mais de base, je les mélange pas. Je les mélange pas par risque de prédation, par risque de plusieurs choses. C'est vraiment une décision que j'ai prise. Par contre, j'offre aussi des camps de jour pour petits chiens. C'est moins récurrent. Ça arrive un peu moins souvent parce que j'ai beaucoup plus de demandes au niveau des gros chiens. Mais une fois par mois, j'offre aussi des camps de jour pour les petits. Ça, c'est super intéressant, c'est vraiment différent. On dirait que les bienfaits qui sortent du camp de jour pour gros chiens versus les bienfaits qui sortent du camp de jour pour petits chiens ne sont pas les mêmes. Parce que les petits chiens sont souvent moins sociaux, sont souvent moins habitués dans ce genre d'événements ou de journées-là. Fait que c'est un peu de sortir de sa zone de confort, de réaliser qu'ils ne vont pas mourir, même s'ils ne sont pas avec maman, même s'ils ne sont pas avec papa. Fait que c'est vraiment une constatation vraiment différente, le camp de jour pour petits que le camp de jour pour gros. Au niveau de mes gros chiens, je prends tous les races. C'est sûr qu'on passe beaucoup de temps dehors, donc il faut quand même que ton chien soit tolérant au froid. Mais tu sais, je ne laisse pas 7 heures dehors quand il fait moins 30 degrés, là, ça, on va te le dire. Mais il faut quand même qu'il soit tolérant à l'extérieur. Fait qu'on passe beaucoup de temps dehors, mais sinon, à date, tous les races sont acceptées. Je n'ai pas fait de délimitation par rapport à ça, par rapport aux grosseurs. Une des choses que j'aime énormément aussi, tu sais, as parlé que ça les faisait dépenser beaucoup, puis que c'était une bonne manière de faire dépenser son énergie à un chien qui est comme peut-être trop high ou quand tu travailles beaucoup. Mais une chose que j'aime, c'est qu'après quelques fois, après quelques camps de jour, je remarque vraiment chez un chien qui est nouveau, qui va aller prendre un rythme différent. Fait que la première journée de camp de jour, le nouveau chien qui est dans le groupe de chiens qui ne sont pas nouveaux va être fou. Il va être la pédale dans le fond toute la journée, OK? De 7h30 jusqu'à 5h30, pédale dans le fond, il va être fou raide. Mais après 2-3 fois, il va commencer à prendre un rythme un peu plus équilibré. J'ai même des siestes de cédulés, en fait, qui reviennent naturellement. C'est vraiment important. Ben oui, mais ça. Vers général, midi ou 1 heure, les chiens, ils tombent tous en même temps, ils dorment tous en même temps. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de box, j'ai pas d'enclos, ils sont pas séparés. Ils sont vraiment ensemble toute la journée, mais ils se synchronisent un peu pour la sieste, puis ils dorment tous en même temps. Mais le nouveau chien, là, lui, il dormira pas. Il va tourner au travers des autres et faire « Mais voyons, pourquoi vous dormez? Pourquoi vous dormez? » Puis là, il va essayer de réveiller tout le monde. Mais après quelques camps de jour, on dirait que le chien, il apprend à mieux gérer son niveau d'énergie pour survivre à cette grosse journée-là. Ça fait vraiment un apprentissage de genre, c'est pas nécessaire de toujours mettre la pédale dans le fond, puis qu'on peut mieux jauger notre énergie tout au long d'une journée. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté et que j'aime beaucoup. Ben oui. Puis l'effet de meute aussi, c'est le fun de voir, tu sais, les chiens interagir ensemble, puis l'effet vraiment, tu sais. Vraiment. Bon, comme suivre justement, tu sais, la meute, puis... Ils s'en viennent vraiment à synchroniser, puis avoir vraiment plus une petite routine, là, veux pas, tu sais. À un moment donné, c'est ça, tu peux pas être tout le temps dans surexcitation, puis ça, c'est bien, justement, que le nouveau chien soit capable, que les chiens soient capables d'apprendre à, justement, slacker un 8, là, puis faire comme, OK, genre là, c'est l'heure de faire dodo parce que je suis fatiguée, fait que je tombe plus en surexcitation, je fais dodo, tu sais. Fait que ils s'en viennent de plus en plus à l'aise, puis ça favorise aussi l'habituation à se reposer puis à prendre un moment de détente dans un lieu qui n'est pas le tien. Fait qu'un lieu qui est moins... c'est ça, exactement. Non seulement c'est de la dépense physique, mais c'est de l'enrichissement mental aussi, veux pas. Oui, c'est sûr. Puis aussi, généralement, quand c'est l'heure de la sieste, je les laisse. Je ne suis pas avec eux non plus. Fait que c'est dans un autre environnement, puis c'est sans humain.
Fait que c'est quand même 2 challenges d'être capable de se détendre puis d'être calme. Je dis pas qu'ils dorment tous très, très dur, mais ils vont se coucher dans les lits, ils vont se détendre la tête, ils vont vraiment aller chercher un certain calme. Puis même s'il n'y a pas d'humain avec eux, puis même s'ils sont dans un environnement inconnu. Fait que c'est tous des points qui sont super importants, puis que c'est pas des choses qu'ils vont vivre dans leur vie normale. Oui, puis c'est des apprentissages en soi, puis c'est important qu'ils soient capables. Ça travaille beaucoup la capacité adaptative aussi. Oui. Définitivement. 100%. Vraiment. Dans ta pratique d'intervention, c'est quoi tes dada, tes cas préférés? Mes cas préférés, je dirais que je vais plus aller au niveau de tout ce qui est obéissance par rapport à mes dadas. Parce que quand on parle d'obéissance, on ne parle pas de résolution d'un problème qui est existant et qui est dérangeant. On parle de prévention, je trouve plus. On n'est pas là, on ne m'appelle pas parce que je suis au bout du rouleau, j'ai plus de patience, j'ai plus de confiance en mon chien. L'humain n'est pas déjà traversé par tout ce qui se passe. Il est plus en mode, j'ai envie d'optimiser ma relation avec mon chien, j'ai envie de travailler en équipe avec lui. Des fois, oui, le monde m'appelle parce qu'ils vont dire, ah, les marches, c'est pas possible, c'est pénible, puis tout ça. Mais même là, ce que j'aime autant de l'obéissance et du freestyle, donc tout ce qui est apprentissage d'obéissance, c'est de voir sur le long terme de notre cours le lien entre l'humain et le chien changer tellement au long du processus de notre cours d'obéissance. Tu vois le chien réfléchir dans tes yeux, tu vois le chien comprendre, tu vois l'humain comprendre ton chien. Donc, il y a vraiment un gros dada par rapport à ça. C'est vraiment ce que je préfère faire. Oui, l'évolution, le freestyle, voir le chien. Avec le freestyle, je vais aller vraiment travailler des méthodes d'apprentissage qui sont un peu plus touchées, un peu plus difficiles, mais qui amènent vraiment le chien à réfléchir beaucoup par lui-même. Puis, tu le vois dans tes yeux, il réfléchit, puis il réussit à résoudre le problème lui-même, puis là, il est récompensé, puis comme « Wow, j'ai réussi ». Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui me passionne de voir les chiens réfléchir, puis de voir l'humain comprendre son chien. C'est comme cette dynamique-là. Fait que si j'aurais à choisir un dada dans mon métier, ça serait ça. Ça serait vraiment ce petit bonbon-là que j'adore. Ben, c'est sûr que, bon, par rapport à la thérapie comportementale ou la résolution de problèmes, ben, c'est ce qui arrive plus souvent, ben, c'est ça, c'est que le monde sont pas mal au bout du rouleau quand ils me contactent. Fait que j'ai beaucoup plus de psychologie à faire pour aller réparer les choses. Mais avec l'obéissance, ça m'amène une dynamique complètement différente. Oui. Puis est-ce que tu trouves ça... Quand les gens t'appellent en thérapie comportementale puis qu'ils sont à bout, c'est-tu quelque chose que tu trouves tough à gérer, dans le sens que quand les gens ont déjà plus de confiance puis il faut que tu viennes mettre un plaster sur le bobo, c'est-tu quelque chose que tu trouves difficile à gérer? Ben, en fait, je savais un peu que éventuellement, tu m'avais parlé qu'on allait discuter justement des choses que je trouvais les plus difficiles ou les plus gros défis, mais je pense que définitivement, on vient de mettre le doigt. Oui, en effet, ça serait pas mal la chose que je trouve la plus touchée. C'est sûr qu'en soi, avec l'expérience, on s'entend que ça fait quand même à peu près 11 ans que je deal avec ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup différent. Mais je vais poser énormément de questions à une personne qui m'appelle puis que je sens que cette personne est en détresse. Je sens qu'on est au bout du rouleau, que la personne elle me parle même de relocaliser l'animal ou même pire parfois. Puis à ce moment-là, si je sens que la personne elle est là, elle est vraiment comme sur le X le plus extrême ça va pas, là, tu sais. Là, je peux parler avec la personne pendant 1 heure au téléphone. Moi, une des choses, avant même de m'engager avec une personne, je veux faire absolument sûr qu'il y a du potentiel, que cette personne-là est prête à faire tout ce qu'il faut pour y arriver. On va pas travailler dans le vide ensemble, tu sais. Puis aussi que, Colin, ça va prendre du temps. Puis la personne, elle me dit, moi, je veux que après 1 semaine. Mais je suis comme, ça va mal. Ça va mal. C'est ça, ça va pas prendre 1 semaine. Fait que je trouve ça super important. Moi, je mets tout de suite les cartes sur table avec le monde. Puis ça aussi, j'aime ça que tu aies dit la confiance, parce que c'est une des affaires que je pose le plus. Puis je le demande, je dis, penses-tu que la confiance peut revenir? Parce que si la réponse est non, il va peut-être falloir trouver une autre solution. C'est ça, je pense que je suis pas ta solution, là, tu sais. C'est ça, exactement. Si tu penses qu'il n'y a pas moyen de rétablir la confiance entre toi et ton chien, ben rendu là, c'est pas parce que tu le travailles, puis en plus que ça va être tough émotivement, ça va être tough au niveau du temps, ça va être tough sur plein de sphères, retravailler les comportements de ton chien, ben peut-être que tu n'y arriveras pas. Puis moi, je trouve ça important, tellement important d'être transparente là-dedans. Une de mes approches aussi, énormément, c'est veut pas, l'humain reste un humain, on n'est pas une machine, on n'est pas un robot. Fait que tu sais, quand je suis en consultation avec quelqu'un,
Même si j'ai dit, il faut que tu évites les échecs, il faut que tes séances d'entraînement soient le plus productives possible, puis blablabla. Je sais qu'on reste des humains, puis je sais qu'il va en avoir des échecs, puis je sais que ça ne sera pas toujours facile. T'sais. Ça, c'est super important, parce que c'est vrai. Oui. Mais si on veut y arriver, il faut que tu aies confiance en moi, il faut que tu aies confiance en ton chien. Fait que, À oui, sa c'est difficile. capacité, oui. Oui, c'est ça. Puis il faut voir aussi une petite réussite à la fois. La moindre petite réussite, il faut réussir à l'apercevoir, il faut réussir à la voir parce que sinon, maudit que c'est facile de se décourager. Puis ça, c'est justement avec l'expérience. Des fois, je dis aux clients, je dis, tu vas voir, ta première réussite, ça va être genre, il hésite entre te regarder puis regarder le chien qui le fait mettre en état émotionnel de réactivité. T'sais. Il hésite entre être réactif ou te regarder. Bien, ça, c'est une réussite pour moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence à se passer là-dedans. Puis ça, il faut que tu le vois comme une réussite. Des fois, les gens vont pas voir ça comme une réussite si je leur nomme pas auparavant. Fait que c'est super important d'y aller graduellement puis d'épauler les gens à travers tout ça, même si c'est quand même difficile. Oui, parce qu'on a 50 de la job qui est à faire avec l'humain puis 50 avec le chien. On éduque autant l'humain qu'on éduque le chien. Fait que c'est important aussi d'être capable de... Tu sais, on est des coachs de vie un peu. Style. Genre. Ouais. Ah non, c'est super important. Moi, je dirais, pour vrai, je serais même portée à dire plus que 50 au niveau de Oui, définitivement. Ouais. Définitivement. C'est à l'humain qu'il faut apprendre à interagir. Puis, ouais. Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi les cas que tu rencontres le plus fréquemment en thérapie comportementale? Je dirais que c'est de la réactivité, mais j'aime pas tant ça dire réactivité parce que je trouve que la réactivité en tant que telle, c'est une étiquette. On peut dire réactivité à plein d'affaires. Puis là, ça peut être réactivité parce que dans le fond, il est trop content. Ça peut être réactivité parce qu'il est fâché. Ça peut être. Fait que, tu sais, la réactivité, c'est très vague. C'est large. Je dirais plus. Oui, c'est très large. Je dirais plus pour être plus précis, la réactivité en laisse. Donc, la frustration de ne pas pouvoir aller voir ou la peur. Parce que la réactivité en laisse peut être causée par de la peur ou par une frustration de ne pas pouvoir. Je dirais que ça, c'est assez commun, merci. Puis c'est aussi pour ça que je le vois en prévention dans mon cours de prématernelle, pour essayer de faire en sorte que le monde s'en sorte avant même que ça commence. Vraiment une bonne idée. Ben oui, puis c'est un peu ça notre travail au final, là, c'est de prévenir les problématiques comportementales, puis de s'assurer qu'on donne les outils à notre client pour être sûr justement qu'ils partent avec des bonnes bases, puis soient capables d'éviter ces situations-là à ce qu'elles se développent. Ouais. C'est ça. Puis comment on fait pour venir gérer ça quand ça débute, là? Baby steps, là. Comment on fait pour venir justement contrecarrer la réactivité qui peut peut-être se prononcer? Tu sais, avant même que ça dégénère, parce que souvent, ça dégénère vite, là. Oui, mais ça dégénère vite parce qu'on ne respecte pas les zones d'entraînement, parce qu'on ne respecte pas l'espace, parce que le monde sont plus en productivité. Fait que, mon chien, il va réussir. On va réussir, c'est un défi, c'est facile, ça. Mais c'est pas le même qu'il faut le voir. C'est comme, il va-tu réussir? Il va peut-être pas réussir. Vaut mieux que je prenne mes distances. T'sais. Vaut mieux être conservateur dans ce qu'on fait, puis aller plus lentement dans nos entraînements, que de faire mon chien, il va réussir, il est capable. T'sais. Fait que moi, je préfère que le monde y aille full lentement par petites tranches d'entraînement, mais l'humain va tellement vite. Ben, les Québécois, en tout cas, vont tellement vite, puis ils veulent de l'efficacité, puis ils vont foncer trop. Puis moi, je préfère l'inverse. Je suis comme, vas-y plus lentement, t'es allé trop vite. Régresse dans tes étapes. Parce qu'à chaque fois, exemple, qu'on va dire que fais tomber ton chien en réactivité, même si tu es en training, mais au final, c'est un échec. Puis cet échec-là, il fait retomber dans ses anciens patterns. Puis ces anciens patterns, ben, ils reprennent le dessus sur ce que tu entraînes. Oui, définitivement. Le connu vient prendre le dessus sur l'inconnu ou le en apprentissage. Oui, vraiment, vraiment, je suis d'accord avec ça. Je suis très d'accord. En prévention, avec les chiots, je vais le faire dès le début, même si le chien n'en fait pas. Puis je vais juste, tu sais, toi, quand ton chien est puppy puis que ton but, c'est de le socialiser, si tu le laisses tout le temps tirer sa laisse pour aller voir les chiens puis les humains, là, un jour, il devient gros, puis là, un jour, tu changes la règle. Un jour, tu dis, ben non, tu tires plus sa laisse, voyons, ça se fait pas faire ça. Puis là, tu tiens la laisse à côté de toi, puis tu es un peu choqué parce qu'il tire sa laisse. Mais au final, c'est la règle que tu as instaurée depuis qu'il est puppy. Tirer sa laisse égale aller socialiser avec des chiens et des humains. Parce qu'en même temps, tu veux le socialiser. Fait que là, tu le laisses aller voir n'importe qui. Mais là, au final, après ça, tu es en train de contredire ce que tu as déjà instauré avec ton chiot. Fait que c'est de déjà instaurer, soit, pour pas en tout de contact en laisse. On fait juste des contacts en liberté quand on voit les gens. Si tu es en laisse, c'est avec moi que tu es, c'est tout. Ou on fait des exercices carrément de calme avant les contacts. Fait qu'il faut que le chien attende que l'humain il donne le go puis que le chien ait un comportement adéquat
avant le contact. Fait que tu as ces deux choix-là, puis ce que je réalise, c'est que c'est challengeant pour l'humain aussi. Parce que l'humain Vraiment. doit dire stop à un autre humain qui s'en vient, puis dire stop, attends, s'il te plaît. J'ai ça à faire avec mon chien avant que tu le flattes. T'sais. Puis depuis que j'ai commencé en fait là, à travailler cet exercice-là dans mes prématernelles, tout le monde me dit ah, c'est tough de gérer les inconnus, c'est tough de gérer les inconnus. Puis je suis comme au final, c'est un beau challenge pour toi aussi, parce que ça te sort de ta zone de confort, puis ça t'amène à dire non, puis à mettre tes limites face à d'autres humains. T'sais. Je trouve que les gens ont de la misère à comprendre comment venir approcher un animal. Tu sais, les gens ont de la difficulté à comprendre comment venir approcher un chien. Et trop souvent, on voit des gens qui vont tendre la main vraiment loin pour se faire sentir, alors que même peut-être le chien est en position de réactivité, genre pendu au bout de sa laisse en train de péter sa coche. Ah, mais il faut juste qu'il me sente. Ouh, moi, je vois ça aller, puis je suis comme, hé, taboire, ça me fait peur. Je trouve que les enfants, on enseigne aux enfants à demander puis à être adéquat. Mais quand on devient adulte, par exemple, il n'y en a plus de règles. Avec les chiots de mes clients, justement, le monde, ils arrivent, ils débarquent, ils les flattent, puis ils ne demandent pas l'autorisation, ils rentrent dans la bulle, ils font des choses qui sont inadéquates. C'est assez fou quand même. Ouais, parler de consentement, c'est tellement important. Aussi pour l'animal, puis tellement les animaux peuvent apporter tellement de belles règles de base, de vie aussi, là. Vraiment. Ils peuvent beaucoup apporter à la société quand on parle de consentement, de respecter les limites. Respecter des règles simples. C'est fou de se dire que le monde a de la misère à respecter le consentement face à un chien. Ouais. Après ça, imagine. Face à un humain. C'est très... Ouais. Ah ouais, je pense que ça vrai. vient avec les mauvaises associations aussi, un peu que un chien, c'est comme un toutou, puis ça se laisse tout faire. Puis il faut que ça se laisse tout faire pour être un bon chien. Mais ton chien, je pense que c'est un petit peu ça qu'on est aussi, veux pas. Moi, je me considère un peu comme activiste canine, dans le sens que il faut remettre un peu, justement, comme tu disais, les pendules à l'heure, puis de pas dénaturaliser le chien, puis qu'il a le droit d'être comme il a le droit d'avoir ce tempérament, cette personnalité-là. Il y a ses antécédents qui le définissent aussi. Il a le droit de pas aimer tous les contacts, il a le droit de pas aimer tous les autres chiens, puis à un moment donné, il faut aussi comme respecter comment qui est, puis... Vraiment. On pourra, oui, des fois, il y a certaines choses qui se modifient, mais est-ce que, c'est ça, ils changent en totalité à un moment donné, puis c'est ça vraiment qu'on veut, tu sais? Puis Non, permettre au chien d'être ce qu'il est vraiment, tu sais. Chaque personne a sa propre personnalité. Il y a des gens qui sont plus sociaux, des gens qui sont moins sociaux, des gens qui aiment beaucoup les contacts physiques, d'autres gens qui détestent les contacts physiques. Le chien, c'est un être à part entière. C'est important de le comprendre et de le réaliser, puis de l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans le sens où c'est pas tous les chiens qui vont vouloir avoir des contacts avec toi. Fait que c'est important. Puis de respecter. De respecter aussi, tu sais, ça veut pas dire peut-être que là, ça ne tente pas de se faire flatter et d'avoir de contact, mais dans certaines situations, oui, tu sais, il peut y avoir aussi, comme nous, des moments propices à, tu sais. Oui, définitivement. D'apprendre à être plus... Une chose que je dis souvent, c'est qu'au final, le problème de comportement, c'est l'humain qui a rajouté le mot problème dans cette phrase-là. Au final, c'est tous des comportements. Puis après ça, des fois, il y a des clients qui me disent « Ah, mon chien, il saute. Là, il ne faudrait pas qu'il saute parce que ça dérange le monde. » Je suis comme « Ça te dérange-tu, toi? » Oui. Puis le monde sont comme « Moi, ça ne me dérange pas. » Moi, je trouve que c'est un beau petit moment quand j'arrive à la maison, mon chien me saute dessus, puis on a un moment intime, mais je suis comme ben, parfait. Si ça te dérange pas, on s'en fout un peu de ce que les autres pensent. Je dis, après ça, c'est sûr que si on invite mamie de 100 ans à la maison ou des enfants à la maison, bon, c'est un peu plus inadéquat. Mais je dis, il y a moyen de gérer autrement. Au pire, on y apprend à aller sur son lit sur commande, de rester dans son lit le temps que mamie s'assoit à la table ou qu'elle soit installée. Puis après ça, on laisse le chien aller. Mais reste qu'au final, ton chien, il saute encore, puis c'est pas un problème, c'est pour toi, c'est pas un problème. T'sais. Ben oui, sinon on peut utiliser les moyens de gestion, fait que tu le tiens en laisse en attendant, ou tu mets dans une pièce. Ou juste un enclos, une clôture, tu sais. Si, mettons, t'as pas le temps de faire cet entraînement-là à la maison, d'apprendre un tapis ou de travailler une certaine commande dans telle situation, ben il y a toujours des outils de gestion qui peuvent servir. C'est sûr que quand tu travailles juste les outils de gestion, quand tu n'as pas tes outils de gestion, c'est sûr que ça ne marche pas. Là, mais quand tu es capable de travailler les deux, c'est sûr que c'est l'idéal. Là, mais définitivement. Ouais, c'est vraiment l'humain qui vient définir qu'est-ce que pour lui est une problématique comportementale. Parce qu'on s'entend, pour le chien, c'est ça que je dis souvent à mes clients. C'est pas un problème pour lui. Sauter, gratter, pisser partout, gruger le divan, pour eux autres, c'est juste être un chien, là, au final, eux autres. Là, ils effectuent juste des comportements canins, en fait. Ah, effectivement. Oui, puis c'est ça, chaque personne ne tolérera pas la même chose. J'en ai vu que leur chien saute carrément ses comptoirs, puis pour eux autres, c'est pas
problématiques de comportement, puis j'en ai d'autres que leur chien fait juste les regarder quand ils mangent, puis pour eux autres, c'est un grave problème de comportement. Là. Tu sais? Ouais, la limite des uns, est-ce que... Mais de pas d'aller, on le dit, puis je leur dis encore, mais c'est ça, de pas aller dans le contrôle non plus trop absolu. Tu sais, on contrôle tellement déjà nos chiens, puis ils sont tellement brimés dans leur liberté. Mais peuvent-tu vivre un moment donné un peu? Puis être un chien, là, tu sais, si tu voulais adopter un toutou, ben, tu sais, va t'acheter un toutou au Dollarama. au Dollarama, là, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec, donner des bisous, l'écraser, puis décider, genre, tout ce qu'il va faire, puis... C'est tout, là, tu sais, un chien, à un moment donné, ça reste un chien, puis faut être du temps, faut être... de l'énergie. De l'énergie, faut que... Faut que tu aies de la constance, de la patience. Ouais. Faut que tu lui donnes, comme tu le dis, ces moments à lui, c'est tellement important. Puis de le laisser être ce qu'il est aussi. C'est des prérequis, je trouve que... J'ai vu le 1er avril, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a une entraîneuse canin, Rose Proux, dans les Laurentides. Elle avait fait un post, c'était une joke, là, mais elle avait fait un post comme quoi, à partir... Puis elle a fait ça le 1er avril, comme la journée du poisson d'avril, comme quoi, à partir de maintenant, il allait avoir une formation obligatoire pour tout nouveau propriétaire de chiens au Québec, puis qu'elle était en train de tourner ça en collaboration avec la MAPAC. J'étais comme, mais voyons, c'est hot! Voir, genre, tu sais, la prématernelle, justement, ça permet ça. Ça permet de mettre la table à tout nouveau propriétaire de chien qui connaît pas nécessairement c'est quoi un chien, qui connaît pas nécessairement l'importance de l'entraînement, qui connaît pas nécessairement comment éduquer un chien ou c'est quoi un chien. De partir sur des bonnes bases, puis ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. La prématernelle, je trouve, ça fait vraiment toute la différence. Vraiment. Puis je trouve que c'est vraiment une belle idée que tu aies intégré une maternelle. Parce que justement, avant même le chien, c'est important de comprendre c'est quoi un chien. C'est important de mettre la table puis comme d'être capable d'expliquer aux gens que le chiot va arriver puis il va avoir certains comportements puis que c'est complètement normal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent ou qui trouvent ça vraiment difficile, le puppyhood, comme toute la partie du chiot jusqu'à 6 mois, jusqu'à temps qu'il tombe en adolescence, puis là, ça devient encore plus tough. Fait que la race, on en a parlé dans nos anciens podcasts, mais tu sais, la race aussi, tu sais, il va y avoir tellement de trucs qui rentrent en ligne de compte, tu sais, qui va faire toute la différence aussi. L'important de choisir la bonne race qui correspond à tes besoins personnels à toi. À ton mode de vie. Ton mode de vie. Ouais. Avec ma prématernelle, je le vois souvent, mon premier cours de prématernelle, on ne parle pas des problèmes que tu vis avec ton chien. On va vraiment parler des phases de développement, des besoins de base. On va vraiment entrer dans quelque chose qui, pour moi, c'est une des premières affaires qui est importante de savoir. Puis le monde, souvent, il arrive et ils veulent déjà régler des problèmes. Puis je suis comme, je comprends, mais une semaine de plus ou de moins, c'est pas dramatique. On a des sujets vraiment importants à aller aborder ensemble pour débuter, pour entamer. De toute façon, on a 14 autres semaines pour régler les problèmes de comportement, là, rendu là, une semaine de plus ou de moins. Ben, tu sais, aussi, il y a du monde qui arrive, puis comme dans les problèmes, parce qu'au premier cours, je fais quand même un topo avec la personne, genre, qu'est-ce qui se passe, comment ça va avec ton chien, parle-moi de ça. Puis je me fais un topo pour aller monter le reste de nos 4 cours. Puis des fois, la personne, elle voudrait déjà que le chien marche au pied, elle voudrait déjà que le chien s'assoie, se couche, fasse des commandements de base. Puis moi, je suis comme, au final, là, pour moi, là, je sais pas pour vous autres, mais pour moi, l'obéissance, c'est tellement pas une urgence. Pour moi, l'obéissance, là, tu feras ça plus tard. Pour l'instant, c'est important d'apprendre à ton chien à être un chien civilisé, c'est important d'apprendre à connaître ton chien, c'est important de socialiser ton chien. Parce que si tu le socialises mal, il va développer des problèmes de comportement comme la peur, par exemple. Ça va te suivre à long terme sur tout qu'un temps, comparé à l'obéissance. S'il marche au pied, il marche au pied full bien, mais finalement, tu as négligé la socialisation pour ça. Ça fait en sorte que oui, il marche au pied, mais il a peur de tout. Tu vas avoir bien plus de la difficulté à gérer sa peur qu'à d'y apprendre à marcher au pied avec un peu de décalage. C'est un défi aussi. C'est ça que l'humain veut. Puis c'est un défi de comprendre que, regarde, on a des choses plus importantes à faire en commençant. Vraiment. Oui, la socialisation, c'est la base de tout. Là, de vraiment, au début, juste au chien, d'apprendre à le mettre, comme on disait, dans diverses situations, toujours progressives, positives. Puis quand on parlait de socialisation, c'est vraiment large. Là, fait c'est vraiment ça, au niveau des environnements, des textures, des odeurs, des bruits, des congénères, des autres animaux, des personnes. Des personnes de toute race, tout âge, toute grandeur. Faire vivre différentes situations. Il y a tellement de choses que ton chien doit apprendre avant d'apprendre à s'asseoir que c'est, justement, je trouve ça... En tout cas, perso, moi, je trouve pas ça une mauvaise idée de faire un cours pour les nouveaux propriétaires de chiens, que ce soit un bébé chien ou un chien adulte,
parce que justement, revenir à la base, ça va te permettre d'avancer plus rapidement après. Ben oui, Je trouve. de mettre tes fondations. Là. Vraiment, définitivement. Je pense que c'est ça qui est drôle parce que dans notre métier, souvent, avant, les gens, souvent, ils associaient beaucoup, en tout cas autant un éducateur canin qu'intervenant en comportement canin, tu sais, à comme si nos chiens devaient écouter au doigt et à l'œil, puis que notre but, c'était comme de, justement, de comme dresser, rendre ton chien j'aime pas même, ce là, mot-là, mais de dresser les chiens, tu sais. Mais moi, je leur dis toujours, notre but, en tout cas pour moi, vraiment, être un intervenant en comportement canin ou éducateur, c'est vraiment, tu sais, de comme s'assurer, dans le fond, que les chiens soient équilibrés, soient heureux, d'en faire des individus qui soient sécuritaires pour le public, pour la société d'aujourd'hui. Oui. Moi, c'est mon but premier. Puis c'est vraiment après ça. Moi, mon but, c'est pas que d'avoir un chien qui écoute au doigt et à l'œil, puis même mes propres chiens n'écoutent pas au doigt et à l'œil. J'ai pas peur, puis je suis pas gênée de le dire. Là, puis pour moi, c'est pas mon rôle premier. Là, ça, je laisse plus ça à les dresseurs, ces choses-là, mais... Puis ça, c'est quelque chose que je pense qu'il est important de décortiquer parce que les gens, des fois, c'est à quoi qu'ils s'attendent. Mais un bon chien, c'est pas un chien qui obéit au doigt et à l'œil. Un bon chien, c'est un chien, justement, qui est civilisé, qui est équilibré, qui est heureux, juste. Puis, qui est sécuritaire, tant qu'à moi. Il n'y a pas besoin d'écouter au doigt et à l'œil pour être un bon chien. Là. Non, je suis 100% d'accord. Tu as travaillé en refuge. Oui! Oui, ça, c'est... Est-ce que tu fais encore ça, le job en refuge? Ou... Dans le fond, je suis l'intervenante sous appel du refuge à Rouen. OK, super. Fait que ça va de mieux en mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont de moins en moins besoin de m'appeler. Donc, pour moi, c'est des bons signes, exactement. Oui. Mais parfois, pour les évaluations, je reçois un petit appel. Ils ont besoin d'une évaluation sur un chien qu'ils ont eu pour savoir un peu où s'enligner avec ça. Fait que ça, c'est ce que je fais maintenant avec le refuge. Mais oui, j'ai travaillé pendant 5 ans à peu près au refuge à Rouen en tant qu'intervenante à temps plein / partiel là-bas. C'est très cool. Très cool. Ouais. Est-ce que des fois, est-ce que tu as des belles histoires d'adoption à nous... mettons une qui t'a marqué. Ouais, une que c'est sûr, je sais déjà de quelle histoire vous raconter. Une histoire qui est assez intense. C'était un chien dans le coin de la 117 qui avait été ramassé par la MAPAC. C'était un chien qui vivait dehors chez quelqu'un, mais il était lousse, il était comme ça, il mangeait des carcasses. Il se faisait pitcher des restants de carcasses de viande. Il mangeait ça. Il n'avait jamais rentré dans une maison, il n'avait jamais vu de gens, il n'avait jamais vu de chien. On l'a appelé Woody parce que justement, il vivait dans le bois. Puis bon, ce chien-là, quand il est arrivé au refuge, je me souviens, on n'était pas capable de l'approcher, on n'était pas capable de rentrer dans son enclos, personne n'était capable de le sortir dehors, personne n'était capable de rien faire avec lui. J'ai plein de vidéos, souvenirs aussi de tout ça, mais je me souviens que j'allais au refuge tous les matins et tous les soirs, peu importe la journée de la semaine, puis j'allais m'asseoir dans son enclos. Lui, pour vous imaginer, les enclos au refuge vont être carrés, puis genre des blocs de béton. T'sais. Fait qu'il se mettait le nez face à un bloc de béton le plus au fond de son enclos, le plus loin possible. Fait que moi, j'allais m'asseoir dans l'enclos, je fermais la porte, puis je faisais absolument rien pendant 1 heure ou 2 heures. Fait que j'y parlais pas, je bougeais pas, j'interagissais pas. Puis plus que ça allait, plus qu'il a commencé à se virer vers moi, à me sentir. Puis là, à un moment donné, je mettais des gâteries autour de moi pour essayer de l'intéresser un petit peu. Puis le lien que j'ai créé avec ce chien-là est inexplicable. Encore aujourd'hui, à ce jour, c'est le lien le plus spécial que j'ai vécu avec un chien, même autre que mon chien à moi. Ce chien-là, je t'ai rendu tout pour lui. Pendant longtemps, c'était juste moi qui étais capable d'aller au refuge, de le sortir dehors, de faire faire ses besoins, de le rentrer. Puis, pour vous donner une idée, les premières fois que je l'ai sorti dehors, il fallait qu'il y ait un harnais, il y avait une laisse après son harnais, une laisse après son collier. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était repartir dans la nature. C'était se sauver, puis aller vivre seul. Puis, mais il était en malnutrition, ses selles, ses urines n'étaient pas belles, il n'allait pas bien. Fait que finalement, on a réussi à faire de lui un chien qui était un peu plus correct. Il approchait les autres filles. Fait que, bref, de mois en mois, on a réussi à avoir de l'évolution. Puis là, on s'est mis à chercher une famille pour lui. Qui était quand même un défi, qui était quand même touché. Ouais, ça a été long parce qu'il avait peur de tout le monde, il n'était pas intéressé par personne. Puis son instinct de fugue était aussi très, très élevé. Puis finalement, à un moment donné, il y a une dame de Montréal, une banlieue de Montréal. Là. Je ne sais plus exactement c'est où, mais qui nous contacte, qui avait vu les vidéos que j'avais faites à son sujet sur les réseaux sociaux, puis qui était quand même un peu intéressé.
Fait qu'on fait le processus pour cette dame-là, puis là, la dame, elle trouve ça un peu loin le refuge. Fait que finalement, après avoir longtemps discuté avec elle, on fait mi-chemin. Donc, nous, on se rend à Mont-Laurier. Ouais, à Mont-Laurier. Mi-chemin, En ça tout fait cas, du sens. ouais, mi-chemin. Mont-Laurier. Ouais, je pense que c'est ça. Bref. Fait qu'on se rend à Mont-Laurier pour aller y porter le chien. Fait que là, moi, j'y rends Woody. Je suis dévastée parce que je l'aime donc, puis on a un lien spécial, puis il s'en va loin. Puis je me souviens que j'étais triste. Puis, sur le coup, je dirais que j'ai peut-être pas le meilleur feeling en personne. Je suis comme, ah, OK, regarde, ça aurait pu être mieux, mais je vais croiser mes doigts que tout se passe bien. Pour vous donner une idée, en même pas 24 heures, avant même qu'elle se rende dans une autre ville, elle a échappé Woody Ah, c'était sûr. dans la nature. Ouais, puis il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Je peux te dire que c'était une des pires journées de ma vie. J'étais avec une de mes collègues du refuge, puis on a cherché le chien pendant vraiment plusieurs heures, pendant au moins 8 heures. Il faisait noir, on le cherchait encore. C'était l'hiver, il y avait de la neige. On l'entendait japper, puis il était vraiment retombé dans un mode primitif parce qu'il m'entendait, puis de temps en temps, il revenait vers moi, mais il venait pas au contact. Il venait pas assez proche pour que je fasse genre, hey, mon Woody, tu sais, je vais te ramener, puis je vais prendre soin de toi, mais il venait juste à une certaine distance. Puis vous le savez, si j'aurais fait un move pour essayer de l'attraper, j'aurais tout scrappé le travail que j'avais déjà fait. Tu sais. Fait que ça a pris des heures et des heures, puis on est reparti à Rouen sans lui, parce qu'on n'était pas capable de l'attraper, puis qu'on pouvait pas. Tu sais, il fallait revenir à une certaine réalité. Tu sais. Fait qu'on est revenu à Rouen sans lui. J'ai fait des contacts avec les refuges là-bas pour leur parler de lui. Êtes-vous capable de l'attraper? Puis bref, puis peut-être 3 jours plus tard, fait qu'il est resté 3 jours dans la nature à fuir les gens de Mont-Laurier. Il y a un refuge là-bas qui l'a attrapé. Je me souviens, quand j'ai eu l'appel, je me suis m'abroyée. J'étais tellement émotive. Finalement, moi puis mon ami ma collègue avec qui on était parti le porter, on est tout retourné tout de suite le chercher. On l'a ramené au refuge à Rouen. On a repassé du travail ensemble pour retravailler sa confiance. Suite à ça, on a eu une nouvelle employée au refuge qui est devenue une amie à moi par la suite, qui est tombée en amour avec lui. Puis bref, elle l'a adopté, puis ça l'allait bien. Puis c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus, justement, c'est comme je disais, il est capable, je suis confiante, puis ça va aller. Puis moi, je suis tellement du genre, regarde, on va prendre plus de précautions que pas assez. Fait qu'on était vraiment différentes là-dessus. Fait que ça me challengeait, de l'avoir le laisser loose, puis tout. Moi, j'étais comme, man, je comprends pas combien de temps j'ai couru après ce chien-là parce qu'il ne voulait pas revenir. Puis finalement, ça a super bien été. Elle l'a gardé pendant longtemps. Malheureusement, il est décédé d'une crise de cœur. Après peut-être 2 ans d'adoption chez elle. Mais au final, je trouve que c'était une super belle histoire parce qu'il a quand même au moins vécu 2 ans de belle vie dans une super belle famille. Belle qualité de vie. Ouais, une méchante belle qualité de vie. Fait qu'il vivait au bord d'un lac. C'était une belle vie. Là. J'étais vraiment très contente pour lui. Fait que c'est une grosse histoire. Je ne l'oublierai clairement jamais. Ah ouais, c'est clair, hein? C'est des belles réussites, ça, de partir de zéro, puis de voir justement qu'avec du temps, de la patience, du respect, de la constance, tout est là, c'est vraiment la base. Là. Quand au refuge, on l'a fait stériliser, je me souviens que les filles n'étaient pas capables de rien faire si je n'étais pas là. Parce qu'il paniquait. Puis là, quand il me voyait puis qu'il m'entendait, il se calmait. Fait que lui aussi, il avait un lien vraiment spécial avec moi. Puis c'est fou, c'est encore un peu irréaliste de se dire que moi puis ce chien-là, on a créé ça, mais je me souviens que pour la piqûre, pour l'endormir, il a fallu que je sois là, jusqu'à ce qu'il tombe vraiment, endormi, il fallait que je sois là, sinon il paniquait. Puis moi, je suis vraiment pas la plus grande fan du sang. Puis je me souviens que lors de ce début d'opération-là, j'avais quand même été un peu ébranlée, mais je restais là pour lui pareil. Fait que, moi, j'étais là, ouh, ça va pas, parce que je me souviens que la technicienne qui était là sur le moment, elle a dit quelque chose comme genre, ouh, il y a de la pression quand elle a voulu y mettre le cathéter. Puis je sais pas pourquoi, par curiosité, je l'ai regardé. Là, j'ai eu un malaise. J'étais comme, oh, il y a beaucoup de sang ici. Mais je me souviens que j'étais restée avec lui jusqu'à ce qu'il soit totalement endormi pour après ça le laisser seul écouter. Mais ouais, toute une histoire pour elle que j'ai vécue avec ce chien-là. C'est vraiment hot, pour vrai. Puis tu sais, t'as été patiente, justement, de comme prendre ça sur toi puis de faire à tous les jours. Je vais y aller à tous les jours. C'est du temps, oui. Puis c'est tough sur... Tu sais, veux pas, c'est tough sur sa personne, dans le sens que ça te gruge beaucoup de patience à toi-même. Tu sais, au bout de 4-5 jours, là, à passer 1 heure dans l'enclos assis à terre, qui voulait pas avoir de contact puis qui voulait rien savoir, là, à un moment donné, l'ego est piqué aussi, là. Oui, mais on dirait que j'étais rendue à un stade où c'était plus fort que moi. Oui. Je pouvais pas le laisser de même. Je pouvais pas
rien faire. C'était plus fort que moi, j'étais obligée d'y aller, puis d'essayer, puis de réussir. Puis c'était comme peut-être un défi personnel que je m'étais donné aussi, mais je me suis jamais sentie, genre, voyons, pourquoi ça marche pas? Puis genre, tu sais, ça prendra le temps que ça prendra. Puis tu sais, bon, j'amenais mon sel dans l'enclos, puis des fois, c'était long, mais c'était vraiment plus fort que moi. Puis même les autres employés, puis la directrice du refuge à ce moment-là, était comme, c'est fou que tu sois là tout le temps, puis autant. Puis j'étais comme... Ouais, t'es impliqué. Tu peux pas faire autrement, c'est ça. Tu peux pas faire autrement. Ouais. Puis on s'entend dans des situations de refuge, c'est difficile. Là. Tu vois vraiment des situations difficiles. Puis des fois, tu sais, t'es un peu hors ressources, dans le sens que là, dans cette situation-là, le chien, tu sais, dans ses comportements, semblait, de ce que tu me dis, plus passif, là, réactif, dans le sens que, mais tu sais, quand tu pognes des chiens vraiment réactifs qui vont plus tomber en agression, là, Ça doit être par vraiment but de se protéger, là, ça vient difficile. Fait que des fois, t'es comme un peu... Bon, en tout cas, là, je parle pour moi, mais des fois, on peut tomber dans des situations où on est des fois un peu à bout de ressources puis qu'on voudrait tellement tenter, mais que des fois aussi, il n'y a pas... Est-ce que c'est arrivé au refuge, des fois, des situations où vous avez dû, comme, dire, ben malheureusement, tu sais... Il n'y a rien qu'on peut faire vraiment, où le risque est trop élevé pour... Ouais. Donc, on doit aller vers l'euthanasie, ces choses-là, ou... C'est arrivé. Puis moi, mon travail au refuge qui s'est étalé sur 5 ans m'a tellement aidé puis fait évoluer dans plein de sphères de ma vie. Autant personnel que genre travailler sur moi, travailler sur ma patience, travailler sur mon œil envers l'humain, qu'au niveau des animaux. Tu sais, au début, je me souviens, je m'étais comme, hey, si les filles, vous recevez un appel d'un chien qui est dangereux puis difficile à attraper, vous m'appellerez. C'était comme un peu plus téméraire puis tout. Mais à cette heure, je suis comme... il y a plus de risques. Je suis plus consciente des risques, je fais beaucoup plus attention aux risques. Je pense particulièrement dans ce que tu expliquais, à un cas en particulier, justement, que, tu sais, rendu là aussi, les autres employés du refuge, il leur est presque tout arrivé des grosses bad luck. Puis je peux comprendre que leur crainte et leur stress par rapport à certains comportements a augmenté. Puis à un moment donné, ils voient un chien, puis les autres sont comme... pas envie de m'occuper de lui, là, il veut juste me sauter à la gorge. Mais je me souviens d'un chien en particulier que personne ne voulait s'occuper de lui. Ben, comme, on était sur la ligne de genre, qu'est-ce qu'on fait? Là? On est où par rapport à lui? Puis je me souviens que ça avait été difficile aussi. On l'avait mis dans une des plus grandes enclos. Puis au début, je ne pouvais même pas rentrer ma main dans l'enclos. Il allait essayer de la mordre, puis tout ça. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, ben, j'ai laissé une laisse en tout temps autour du cou, ce qui n'est pas l'idéal, mais avec une genre de pince, là, un long manche qui a une petite pince fine au début. Je le passais entre les poteaux du grillage, je pognais la laisse, j'accrochais la laisse après un poteau, je rentrais dans l'enclos par une autre porte, je me pognais une chaise de camping, puis j'allais m'asseoir proche de lui. Je donnais des récompenses si j'étais capable, sinon j'essayais juste de rester là pour qu'il comprenne qu'il n'allait pas mourir, même si j'étais là, puis tout ça. Puis je me souviens qu'on a... Tu sais, ce chien-là, j'ai réussi à le faire adopter, puis j'ai encore des nouvelles de sa famille avec qui il est présentement. Mais je me souviens qu'on s'est sentis sur la ligne de qu'est-ce qu'on fait? Il est-tu trop dangereux? Puis c'est pas trop dangereux, mais c'est arrivé aussi des fois où on est comme, c'est juste trop dangereux. Ben, en tant que refuge, c'est sûr que tu as une responsabilité citoyenne dans le sens que tu veux sauver l'animal, mais tu as aussi risque de... Pas au risque pas à la de limite de qu'il arrive un accident, puis on se le cachera pas. Un chien, ça reste un chien, puis je veux pas comme généraliser, mais c'est sûr qu'un chien de grande race ou même de petite race, mais de grande race, à un moment donné, c'est sûr que ça fait plus d'impact. Puis des fois, ça peut aller jusqu'à vraiment la mort d'une personne ou de quelqu'un, comme n'importe quel autre animal. Là, on parle du chien, mais c'est des risques, puis il faut en être conscient. Puis des fois, c'est de se poser la question, oui, j'adore le chien, puis je fais mon métier parce que je suis passionnée par les chiens, mais ça reste que... sans vouloir mettre personne sur un piédestal, c'est sûr que je vais toujours viser quand même la prévention, la sécurité avant tout, puis de tout le monde, autant du chien, mais aussi s'il est quoi que ce soit, puis il effectue des comportements agressifs, à un moment donné, il y a comme aussi sa mesure face à ses comportements. C'est un chien, exemple, qui va juste, être agressif dans ses comportements, mais va pincer, vs le chien qui te lâchera plus, puis va créer hyper dommage. À un moment donné, c'est savoir, est-ce qu'on aussi, ça vaut, pas ça vaut-tu la peine, parce que ça vaut toujours la peine, mais de mettre le temps, puis je pense que c'est un peu ça le but du podcast, c'est ça, on en parle en chien, puis on vient dans les limites de... il y a tout le temps aussi plusieurs facteurs à prendre en ligne de compte, puis... C'est toujours sensible de parler d'euthanasie ou de relocalisation avec un client. Puis c'est un sujet que je trouve qu'en tant qu'intervenant en comportement canin, c'est important d'en parler. Puis je trouve qu'on n'ouvre pas assez la discussion là-dessus, dans le sens où
Ça m'est déjà arrivé de recommander une relocalisation parce que le chien, dans sa famille faisait tellement plus confiance que le chien n'avait plus de qualité de vie. C'était une laisse de 10 pieds en tout temps, Ben oui, à un moment attachée donné. dehors, puis même là, ça devenait un risque parce que le chien, quand il toquait sa laisse, puis il y avait des chances qu'il parte avec le poteau de la galerie, là. Tu sais, le contexte de vie du chien va jouer pour beaucoup. La qualité de La- vie, tu sais, sur à un la moment donné, qualité c'est ça, de tu vie vas aussi. comme vraiment balancer puis aller avec... Tu sais, dans certaines situations, on pencherait vers une autre solution, mais dans certaines situations, quand tu mets tous les facteurs, Ouais. tu sais, des fois, c'est ce qui semble le plus logique, même si c'est pas... C'est pas ce qu'on voudrait choisir Vrai avec notre nécessairement. cœur, mais c'est ce qu'on doit choisir avec notre tête. Ouais. Ben, Veux moi, pas. c'est ça. Je suis vraiment pas contre la relocalisation. Tu sais, au point à ce que le chien et les humains soient malheureux dans une famille versus que tu le remettes ailleurs puis que peut-être qu'il va être super plus heureux puis que ça va même rendre des humains heureux, ben oui, pourquoi pas? Tu sais, c'est pas parce que tu t'en sépares que ton chien va être malheureux puis qu'il va être maltraité puis que ci puis que ça. Tu sais, il y a moyen de faire bien les choses. Puis la relocalisation, moi, pour moi, ça fait partie des solutions. C'est sûr que ça sera vraiment pas la première, mais selon ce que le client m'apporte, là, tu sais, selon le portrait du client, ben, des fois, la relocalisation peut définitivement être une solution. C'est beaucoup plus rare que je vais parler d'euthanasie, tu sais, parce que généralement, je trouve qu'il y a des choses à essayer auparavant. Ben oui. Même justement de passer à travers le refuge, justement, tu sais, tu passes à travers le refuge, puis si eux autres déterminent que Colin, finalement, il n'y a rien à faire ou c'est trop le pourcentage est trop dangereux, ben rendu là, on prendra la décision au pire de l'euthanasie, mais je trouve que la relocalisation fait partie des solutions. Ça fait Ben oui. définitivement partie des solutions, puis ça fait partie des solutions, des discussions qu'on doit avoir avec son client quand sa capacité de gestion de son animal devient nulle ou Problématique, presque. là, C'est ouais. ça, exactement. Parce que ce que j'ai tendance à trouver, parce que je fais du rescue, ce que j'ai tendance à trouver, c'est que les gens, souvent, quand je vais les rencontrer, leur dire que, mettons, le chien que je place chez eux, il est réactif, mettons, faible à modéré. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'au début, la gestion de l'environnement va être vraiment serrée. Fait que extrêmement serrée, mais plus le chien démontre qu'il est capable, en fait, de vivre dans un environnement où la gestion est serrée, les gens, à un moment donné, vont finir par relâcher leur vigilance. Puis c'est là qu'arrivent des accidents. Si tu as un chien qui est réactif, qui a déjà démontré des comportements agressifs, qui a déjà mordu, c'est tellement important que ta gestion de ton chien soit tête du moment où il est chez vous, la jour 1, jusqu'au moment où il meurt. Ouais. Parce que dans, mettons, ta gestion actuelle, où le risque est faible à modéré, dans ta gestion actuelle, ton chien est capable de vivre. Ton chien, il vit très bien avec ça, là. Lui, il a une forme de prédictibilité. Il sait exactement où tu t'enlignes. Par exemple, tu invites des gens chez toi, bien, à ce moment-là, les gens ils savent qu'ils n'auront pas de contact avec le chien ou le chien sait qu'il va avoir des contacts avec les gens juste muselés. Si tu finis par enlever la muselière en disant « Ouais, mais cette personne-là, ça fait 12 fois qu'il le voit », tu mets à risque la personne. Et tu te mets à risque aussi qu'il arrive un accident. parce que c'est jamais l'humain... C'est jamais l'humain là, qui est fautif, Ouais. c'est ton chien qui est fautif. Je pense qu'il faut aussi partiellement enlever la responsabilité à l'animal quand il arrive un accident, parce que c'est le teneur de laisse, le manieur du chien qui prend la décision de laisser plus de liberté à son animal alors que l'animal ne devrait pas avoir de liberté. Ben, pas cette forme de liberté. Oui. Ouais. Oui. Tu sais, si l'humain n'est pas conscient, exemple, qu'il n'a pas consulté, qu'il n'a pas allé chercher d'aide, ben là, rendu là, c'est sûr qu'on ne peut pas dire ben oui, on peut dire à un certain point, mais c'est plus difficile de dire c'est de ta faute parce qu'il n'est pas conscient. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est à partir du moment où tu es conscient de tel élément, Qui est arrivé tu prends la là. décision de ne pas suivre ces éléments-là, puis que tu prends ta décision en conscience de tout ça, ben c'est toi le fautif. Exactement. Ben oui. C'est pas toujours la faute de l'animal. Tu sais, ça rentre beaucoup, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le sens que, tu sais, c'est ça, on va toujours prendre en note, en conscience de est-ce que, tu sais, le propriétaire est prêt à prendre sa part de responsabilité? Est-ce qu'il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour avoir une bonne gestion de son animal puis qu'il n'arrive pas d'autres incidents? Puis tout au long Est-ce de sa qu'il vie. est conscient de tout ça? Est-ce qu'il est prêt, tu sais, à mettre les efforts aussi, le temps pour travailler certaines choses en rééducation aussi comportementale, en thérapie, etc.? Est-ce que, tu sais, il y a le temps aussi parce que, tu sais, t'as beau vouloir puis être vraiment conscient de tout ça puis dire « Ah oui, je vais le faire », mais, tu sais, est-ce que si vraiment tu remets les choses en perspective, est-ce que
est-ce que tu as le temps? Parce que c'est bien beau avoir le vouloir, mais ça, au final, tu travailles 50 heures semaine, puis tu as 2 enfants, ben peut-être que même si tu as beau avoir le vouloir, si tu n'as pas le temps, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a tellement de choses. Puis est-ce que tu as la santé physique et mentale pour ça? Aussi. Tu sais, moi, comme ça m'est arrivé de justement rééduquer, ben pour rééduquer, voyons, rediriger, fait que, tu sais, relocaliser, tu sais, la chaîne que tu as aujourd'hui. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois que le propriétaire est comme, a pas les capacités physiques, puis c'est même limite dangereux pour elle ou pour lui, ben tu sais, à un moment donné, c'est plate, mais... T'as bien beau vouloir, est-ce que tu peux? La madame, tu sais, elle voulait mettre les efforts, le temps, mais, tu sais, elle avait le temps parce que elle était comme semi-retraitée, mais, tu sais, t'as comme pas la capacité physique pour gérer un chien de cette race-là ou ce grosseur-là. Tu sais, à un moment donné, ton chien peut te faire mal puis te faire tomber, tu sais. C'est sûr que c'est touché. C'est sûr que c'est touché. 100%. Ça t'es-tu déjà arrivé mettons, suite à une consultation en comportement, de suggérer l'euthanasie? Oh, ça sort. C'est intense, hein? Je suis deep, là. Bang! Ben, il me semble que non. Peut-être à l'époque, une fois, mais honnêtement, ça ferait tellement longtemps que je suis pas convaincue. Par contre, en fait, généralement, si ça va à ce point-là, je vais pas mal l'avoir détecté avant même la consultation. Puis, à notre rendez-vous téléphonique, tu sais, des fois, je peux prendre 1 heure avec une personne pour faire sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, tu sais. Moi, je trouverais ça niaiseux de vendre des services, puis que finalement, c'est pas toi qui as besoin. Tu sais, moi, mon but, c'est pas de vendre des services juste pour vendre des services. Là. Mon but, c'est de vendre des services pour l'aider, puis le faire avancer. Fait qu'on parle vraiment longtemps, puis ça m'est arrivé de faire comme, regarde, on va appeler le refuge, là. Je vais en jaser avec mes collègues là-bas, puis on va t'en revenir avec plus d'informations. Puis, tu sais, j'ai tellement travaillé longtemps en collab avec le refuge, justement, puis en concernant des euthanasies. Tu sais, je veux dire, c'est rare qu'ils prenaient une décision assis tout seul dans son bureau, là. Tu sais, généralement, on faisait des petits briefs, les techs, la directrice, puis moi, quelque chose comme ça. Fait que généralement, je vais aller en reparler avec eux autres, puis on met ça, puis là, je suis comme, est-ce que vous seriez prêts à le prendre? Est-ce que... Fait que ça, c'est déjà arrivé peut-être dans les dernières années. Peut-être que c'est déjà arrivé, moi, une expression que j'utilisais pour faire shaker un peu le monde, c'est ton chien, c'est un gun chargé sur une table. Ben oui. Tu laisserais-tu un gun chargé sur une table dans ta maison avec des enfants? Non. Fait que c'est très rare que j'ai dû me rendre là. Je pense que c'est peut-être arrivé une fois en 11 ans. Là. Mais puis c'était plus à l'époque, fait que probablement que je faisais moins de précautions avant la prise de rendez-vous aussi, dans le temps. Mais sinon, je me souviens aussi un cours d'obéissance carrément, fait qu'un 8 séances, 2 mois d'intervention avec la personne. Qu'au début, elle me parlait, puis là, ça allait bien. Puis à un moment donné, je me rends compte qu'avec cette personne-là, je pourrais rentrer dans des points un peu plus deep, puis parler de relocalisation, plus précisément. Puis je me souviens qu'à presque tous les cours, ça finissait qu'elle tombait en larmes, puis qu'on parlait en larmes, puis elle était dépassée, puis on parlait, puis moi, j'étais comme, tu sais, c'est envisageable, puis ça fait partie des solutions, puis il ne faut pas que tu te sentes mal, parce que souvent, on a comme la mauvaise pensée de se dire, oh, moi, j'adopte, si j'adopte, c'est pour la vie. Mais ça, c'est tellement un gros blocage, parce que là, après ça, tu te dis ça, mais après ça, tu n'es pas adéquate pour l'animal, puis l'animal n'est pas adéquat pour toi. Et au final, tu es pris avec cette pensée-là dans ta tête, ben non, mais moi, je suis boquée, j'ai adopté, c'est pour la vie. Mais c'est pas ça, c'est pas ça la réalité. T'sais. Et je me souviens, cette cliente-là, on a passé des heures et des heures à être vraiment en thérapie comportementale humaine, là, tu sais. Puis je la faisais vider son sac, je la faisais parler, puis à chaque fois, elle était comme merci de m'avoir écouté, puis tout ça. Puis au bout de la ligne, quand j'ai écrit pour demander des nouvelles, plusieurs mois plus tard, elle m'a expliqué qu'elle l'avait relocalisé dans une famille, puis justement une famille où il y avait une ferme, puis que le chien vivait sa best life dans une ferme, puis tout. Puis j'étais full pour elle. Ben oui, puis au final, c'est pas un échec. T'sais, souvent, les gens voient ça comme un échec, mais tu sais, au final, c'est mieux genre d'être capable d'en prendre conscience, puis justement que l'animal soit plus heureux parce qu'il est dans un environnement qui est plus adapté pour lui, avec quelqu'un qui est peut-être plus en mesure de lui offrir genre ce qu'il a besoin. Puis tu sais, je pense c'est aussi justement, tu sais, quand c'est une belle preuve d'amour d'être capable de laisser partir ton animal, même si tu l'aimes, même si, tu sais, en prenant connaissance que, tu sais, il serait capable d'avoir mieux, puis je le laisse aller, tu sais. C'est ça, parce qu'on peut pas nécessairement tout offrir à son animal, dans le sens que si mon style de vie, c'est que ça peut changer aussi. Oui, ça peut changer. Tu peux avoir une situation de vie, c'est ça qui change, qui fait qu'à un moment donné, tu tombes malade. Tu sais, là, je vais bien, mais je pourrais plus sortir, il m'arrive un accident, puis tu sais, je tombe en chaise roulante, puis j'ai plus les capacités de pouvoir m'occuper de mon animal. Tu sais, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Fait que
sais, dans le sens que des fois, c'est pas... C'est parce que souvent, le monde a peur de se faire un peu taper sa tête, de comment être mon entourage, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu sais, des parties de mon animal, mais tu sais, c'est pas... T'es pas un mauvais propriétaire. Zéro. Pour autant, au contraire, ça fait de toi encore un meilleur propriétaire d'être capable de penser aux besoins de ton animal avant toi. C'est un apprentissage, dans le sens qu'il y a beaucoup de chances que si tu as vécu tout ce bagage émotionnel-là, d'avoir à replacer ton animal, par la suite, quand tu vas réadopter, parce que si tu as un chien, c'est parce que tu aimes les chiens, là, d'habitude, tu vas réadopter après, que tu sois capable de choisir un chien qui correspond peut-être Plus à tes mieux. attentes. C'est ça, à toi, je trouve. Puis ça, c'est tellement à la base parce que, tu sais, moi, j'ai toujours cette petite situation-là que je dis, ben c'est comme, tu sais, le mochon, lui, il va dire que les huskies, c'est les meilleurs chiens de la planète, puis c'est parce que c'est sa race, tu sais, tandis que toi, par exemple, si t'es sédentaire puis tu fais jamais rien, le husky, tu vas l'haïr, là. Tu sais, dans le sens, n'importe quel chien, pas d'y aller avec la beauté comme on parlait, mais vraiment d'y aller avec, tu sais, ce qui te représente, puis vraiment... Ce que tu recherches. Ben oui, parce que, tu sais, t'as beau l'aimer ou le trouver bien beau, là, mais s'il te correspond pas, au final, tu l'aimeras pas plus, là. Ah, c'est clair. C'est clair. En finissant, ben, j'aimerais ça savoir, ben, en fait, si tu veux nous dire comment on peut te contacter, c'est quoi tes méthodes justement de contact préférées, pour que les gens à la maison puissent te suivre aussi sur Facebook, là, puis te suivre. Sur tes réseaux, hein. Je suis suivable, tu sais, on peut me contacter par Instagram, par Facebook, ou par téléphone. C'est pas mal les 3 options. Je dirais que Facebook et téléphone sont mes options préférées. Généralement, là, quand vient le moment de booker, on le fait généralement par téléphone. Parce qu'après ça, moi, si je te propose plusieurs dates, ça marche pas. Puis là, finalement, entre-temps, d'autres mondes ont booké d'autres affaires. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme une préférence. Je me dis, tu sais, quand tu prends un rendez-vous chez le dentiste, tu le textes pas, là. Tu t'appelles ton dentiste, tu prends rendez-vous avec. Fait que c'est un peu mon approche pour la prise de rendez-vous. Fait que je préfère toujours un peu le faire par téléphone. Fait que soit je vous appelle, soit vous m'appelez quand on veut finaliser le tout. Mais généralement, les gens sont très portés à m'écrire par Messenger sur Facebook pour vraiment aller poser des questions un peu sur les services et tout ça. Fait que ça, je suis super à l'aise de discuter avec vous à partir de Facebook pour vous expliquer un peu c'est quoi les options qui vous sont offertes. Puis pour aller plus loin, bien, généralement, on fait un petit appel téléphonique ensemble pour réserver le tout. J'ai aussi une chaîne YouTube qui a été mise en marche il y a quand même longtemps. Je ne mets plus vraiment de contenu dessus, mais reste que le contenu qui est dessus est intéressant. Il y a vraiment, j'ai des listes de lecture qui sont vraiment juste éducatives, des affaires qui sont un peu plus funky aussi, mais j'ai ma chaîne YouTube qui peut être intéressante. Puis sinon, si vous voulez suivre les capsules radio que je fais à Radio-Canada, sont toutes sur mon Instagram. C'est fait aussi. Ouais. Une capsule par mois que je fais chez Radio-Canada. J'ai vraiment beaucoup aimé ta capsule. On n'aura pas le temps de rentrer dans le vif du sujet parce que tabarnouche, on pourrait parler d'un million de trucs, mais j'ai vraiment aimé ta capsule sur les usines à chiots. Vraiment, là. Ouais. Vraiment, c'est ma préférée. Oui, j'avais vraiment hâte d'en parler de ça. Oui. Je trouve que c'est... vous pourriez me réinviter, on va en parler. Oui, c'est sûrement à venir dans la saison 2. C'est sûr qu'on va avoir plein de choses à discuter encore. Puis peut-être comme ça, as-tu des projets à venir, d'autres choses qui s'en viennent, que tu aimerais peut-être... J'ai plein de petites choses sur lesquelles je veux faire du changement positif. C'est super récent que ça me pop là, de vouloir faire des changements, des affaires comme ça. Fait que je peux pas vraiment nommer de choses. C'est encore en découverte, mais je suis vraiment en mode, j'ai envie de petits changements, soit d'ajouter ou de changer certaines formules. Ça fait quand même longtemps que je suis sur un certain beat de formules spécifiques. Puis là, j'ai peut-être envie d'aller faire des petits changements. Fait que c'est excitant. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va s'ouvrir comme porte, mais définitivement, je suis intéressée à faire des petits changements dans mon centre, dans mon entreprise. T'as-tu d'autres cordes qui veulent s'en venir à ton arc? D'autres formations à venir? D'autres choses que tu aimerais explorer, peut-être? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que tout ce qui est sport, mais surtout activité en duo canin, c'est quelque chose qui me parle tellement. Mais tu sais, comme ça revient avec le fait que je parlais que l'obéissance, c'est pas mal mon dada aussi, puis le freestyle aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose que j'aimerais aller pousser. Je veux dire, j'ai l'emplacement pour faire du sport canin, j'ai l'emplacement pour faire n'importe quoi, de l'agilité, du freestyle, puis tout. Fait que c'est peut-être des choses qui pourraient être intéressantes, mais bon, une chose à la fois. Mais définitivement, de la petite nouveauté en 2026, probablement fin 2025 qui pourrait apparaître. Le monde canin, c'est tellement large. C'est ça qui est le fun, c'est que tu peux aller chercher tellement de sports, puis les gens, souvent, ils ne savent pas à quel point ça peut être diversifié. Ça peut être très large. Oui, mais ça peut être très large. Tellement de choses à explorer. Merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment une super de belle discussion. Puis définitivement, on te réinvitera pour la saison 2. Je pense qu'on a vraiment plein de
sujet à jaser. Oui. C'était super intéressant. C'était le fun que tu aies pris le temps aussi de nous parler un peu de ton entreprise, de tes services. Ça vaut vraiment la peine de les découvrir. Oui. Ça me fait plaisir, c'était ça le fun. Merci à vous autres de m'avoir invitée. J'étais bien contente. J'étais habituée avec mes petites capsules radio, mais j'étais là, un podcast, ça va être différent. C'est le fun. C'est différent. C'est différent. Merci beaucoup aux gens à la maison de nous avoir écoutés aussi. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode de On en parle en chien. Bye, guys!